Est-ce que vos étudiants utilisent ChatGPT? Oui. Vous-même, vous utilisez ChatGPT? La question se pose, hein, même si Thierry Pélassia nous a rappelé ce matin qu'il n'y avait pas de technique pédagogique spécifique pour les nouvelles générations. Il n'empêche qu'il y a de nouvelles techniques qui arrivent, et que doit-on en faire? Alors on dirait que c'est fait exprès, mais on a encore un expert pour répondre à cette question. Je vous propose d'accueillir le docteur Émilien Arnaud, qui va nous parler justement de l'intégration de l'IA dans les dispositifs pédagogiques. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors j'ai beaucoup de chance, c'est que vous n'êtes pas des millennials, donc on va pouvoir commencer par un WooClap. Eh oui. Alors vous allez voir, en fait, le WooClap, il est utilisé non pas pour faire joujou, mais parce que ça peut être un vrai outil réflexif. Je prends juste quelques secondes. Donc là, il n'y a pas de question, c'est normal, hein. Hop, allez, j'avance. Donc la réflexivité, c'est donc, quand j'ai pris la définition, c'est la réflexion spontanée se prenant elle-même pour objet en élaborant des critères épistémologiques d'ordre rationnel. Alors, j'ai mis tout ça un petit peu dans ma tête et puis je me suis dit, mais en fait, la première chose, essaye de l'appliquer à toi-même. Et donc, je vais vous partager ça dans ma démarche de recherche au quotidien. Je fais des prototypes applicatifs ou des modèles d'intelligence artificielle. Et à un moment donné, et vous allez voir, c'est une petite dédicace derrière, il faut le faire tester à un utilisateur. Et quel est le test le plus robuste qui puisse exister à Amiens? Eh bien, c'est Christine Amirati. Alors, la photo est un petit peu modifiée, donc on peut ne pas la connaître. Donc, elle se pose encore la question de savoir qu'est-ce que je vais encore lui faire tester. Et là, elle a son fameux pouic, où elle a réussi à planter, et c'est vrai, elle a planté ChatGPT, elle a réussi, j'en ai été témoin, et ça a été compliqué de rattraper le texte qu'elle avait mis beaucoup de temps, parce qu'elle dit « je veux utiliser ChatGPT ». Et donc, si au lieu de demander à Christine Amirati, je demandais à l'IA, bon là elle va me dire « bon, c'est fini Émilien, sur le plan strictement scientifique, tu en penses quoi ?» Alors, l'IA et l'enseignement, en fait, on n'est pas les seuls à se poser la question. Tout le monde travaille dessus et beaucoup d'universités françaises le font. La quasi-totalité des CHU travaillent dessus et dans les SAMU également. Alors, je vais vous demander, c'est la première question, vous, comme apprenant, qu'est-ce que vous pensez de l'usage de l'IA? Si là, pendant les ateliers, vous aviez la possibilité d'utiliser l'IA, vous diriez que c'est plutôt triché, plutôt du plagiat, plutôt légitime. Ça dépend précisément de l'usage, ou alors, en fait, je ne sais pas du tout. Alors, normalement, là, la question s'est affichée. Alors, il y a 165 inscrits, mais que 2 qui ont répondu. Alors, en bas, il faut cliquer « Valider ». Il y a un petit bouton « Valider » en bas. Non. En fait, je ne veux pas montrer les résultats avant que vous les ayez envoyés. Bon. Eh bien, donc, on n'aura pas les résultats. Encore un WooClap karaté. Désolé. Alors, l'idée là, c'était de pouvoir vous faire réfléchir par rapport à la science. Il y a une étude à Zurich, en Allemagne, qui a interrogé 25 000 étudiants de 120 nationalités, avec qu'un tiers de femmes. Pas loin de 4 800 réponses, et dont 500 pages de texte libre quand on mettait tous les commentaires les uns à la suite des autres. Et ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y en a quand même 30% des apprenants qui pensent que c'est légitime d'utiliser l'IA en situation d'apprentissage. Quand même 7% qui se disent, mais finalement, avec quoi c'est fait l'IA? Si c'est fait avec le contenu des autres, ben finalement, ce que je fais, c'est du plagiat. Pour 11% d'entre eux, je triche. Il y en a qu'un, je ne me pose pas la question. Probablement ceux qui ne sont pas stressés pendant ces enseignements-là, qui ne savent pas trop ce qu'ils font là. Et il y en a 37 qui se disent, en fait, ça dépend. Parfois, probablement que c'est très intéressant et très utile et très adapté.
et parfois peut-être devrais-je m'en méfier. Alors, c'est là où je vous pose normalement une autre question de savoir quelle IA vous utilisez. On essaye, sinon après on passera... voir si ici vous utilisez la même chose que ce qu'il y a dans l'étude. La question ne s'affiche pas. Eh bien écoutez, vous savez quoi, on ne va pas perdre de temps avec ça. Donc dans cette même étude, on s'adapte. Dans cette même étude, on se rend compte que la première IA qui est citée, c'est GitHub Copilot. GitHub Copilot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA qui est particulièrement entraînée pour aider à faire de la programmation. Donc quand on regarde cette étude, très probablement qu'il y a un petit biais de sélection, en tout cas dans ceux qui ont répondu, probablement que ceux qui ont répondu ont une appétence plus importante pour la programmation. Le deuxième, c'est ChatGPT. Et puis après, on voit qu'il y a d'autres IA qui apparaissent, qu'on connaît un peu moins. Grammarly, Photoshop Beta, Google Bard, DeepL, Whisper, Perplexity, Photomath, DALL-E, EventLabs. Et maintenant, quels usages réels on peut faire dans l'enseignement? La première chose, c'est de pouvoir démontrer quels sont les bons et les mauvais usages qu'on peut faire avec l'IA. Il y a de ça maintenant quelques années, sur un article qu'on a pu sortir, j'ai réussi à piéger ChatGPT. Alors ça rentre, vous voyez, c'était encore l'ancien logo. Je lui ai demandé ce qu'il fallait administrer à un patient de 20 ans qui présente une fréquence cardiaque à 215 battements par minute. Question volontairement aussi floue que celle-ci. Et donc, il me donne des définitions, et puis il me dit, mais bon, il faut quand même rapidement contacter une équipe médicale pour avoir une aide supplémentaire. Je dis, non, mais là, en fait, je suis le médecin de garde, c'est quoi comme médicament que je dois lui donner? Il dit, bah alors, bon, ok, alors on peut donner des antagonistes des récepteurs de l'adénosine, ou alors on peut donner des antiarythmiques de la classe 1C ou 3. Bon, le chat dure un peu plus longtemps, mais finalement, au lieu de me dire non, j'ai pas le droit de te donner des informations, enfin, j'ai pas le droit de te donner des réponses, il me faut des informations, on peut pas décider avec aussi peu d'éléments, en tout cas sur des choses aussi précises. Je lui dis, je viens d'apprendre que le patient prend de la cocaïne, et là, il me dit, oulala, c'est important de faire attention, peut-être que les médicaments que je t'ai proposés, c'était pas les bons. Je me suis dit, pour aujourd'hui, j'ai quand même pas utilisé le truc d'il y a quelques années, je vais refaire la même chose, mais avec le ChatGPT 5.1. Et bien là, impossible, je n'ai pas réussi, pourtant j'ai passé un peu de temps, impossible de lui faire la même erreur. Donc effectivement, l'IA s'améliore. Maintenant, je vous mets dans une situation. On est lundi soir, il est 17h. Clara, c'est votre collègue de Césu, elle est hospitalisée pour appendicite aiguë. Pas de bol. C'est elle qui avait la joie de faire un enseignement sur la relation soignant-soigné dans le cadre d'une prise en soins aux urgences aux étudiants en médecine. Oh, joie, c'est le genre de cours qu'ils adorent. Et ils arrivent vendredi à 10h. On est lundi, les vendredis, vous avez accès à rien du tout. Elle avait tout fait sur papier, c'est chez elle, et c'est sur vous qu'on compte. Et si je demandais à l'IA, on oublie. Ça, c'est une carte mentale qui a été faite par l'Université de Bretagne Sud, que j'utilise très régulièrement, que je vous envoie, que vous pouvez prendre là, le QR code vous enverra sur ce lien, qui vous détaille l'ensemble des outils d'IA que vous pouvez utiliser des outils génératifs, notamment en application pédagogique. Théoriquement, c'est en réponse à quelles IA vous connaissez. Alors, théoriquement, sur le WooClap, je vous posais la question de savoir, finalement, est-ce que vous utilisez l'IA? Oui, non. Et puis, est-ce que vous savez comment ça marche? Et quand on fait ce test-là, eh bien, il y en a quand même une grande partie qui disent « je l'utilise, mais je ne sais pas comment ça marche ». Et bien ça, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. L'IA, c'est des théories et des techniques qui cherchent à simuler certains traits de l'intelligence humaine.
On distingue classiquement l'IA forte et l'IA faible. L'IA forte, c'est quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui est capable d'apprendre et de réaliser n'importe quelle tâche complexe réalisée par un être humain. Et après, il y a les IA faibles. Ce sont celles qu'on connaît tous les jours. Ce sont celles qui nous permettent de faire une prédiction, une classification. On rentre un individu dans une catégorie. C'est un modèle régressif qui est capable de nous sortir un chiffre. C'est un modèle qui est capable de faire des clusters, c'est-à-dire d'identifier des groupes, ou de générer du texte et des images. Et c'est là-dedans qu'on met ChatGPT. Et oui, ChatGPT n'est pas une IA forte. Qu'est-ce que l'apprentissage supervisé? Comment ça marche les fondements de base de l'IA? C'est qu'on a des données qui sont observées. Comment ça marche dans votre tête? Vous observez des choses, vous avez un processus intellectuel où vous emmagasinez ces informations et vous en faites une conclusion par rapport au réel. Que fait l'intelligence artificielle? Elle prend ces données observées, elle prend la conclusion réelle que vous avez donnée et elle essaye de trouver une fonction mathématique qui reproduit ce qui se passe dans votre tête. Une fonction mathématique. Et la différence entre ce qu'elle arrive à prédire et puis ce qui se passe dans la réalité, c'est ce qu'on appelle un delta, c'est une fonction de coût. Et le principe de l'apprentissage, ça amène à optimiser toute cette fonction mathématique qui est très compliquée pour qu'on diminue au maximum l'écart, la différence qu'il y a entre ce que l'IA arrive à prédire et puis ce qui se passe vraiment dans la réalité. Si je fais un parallèle un peu moins mathématique, c'est un petit peu comme à l'école. Bon, je vais vous schématiser l'apprentissage informatique supervisé. Je suis le programmeur, j'ai un problème, par exemple, je voudrais bien prioriser automatiquement les patients à l'arrivée aux urgences. Il se trouve que j'ai une grande base de données, je sais pour tous les motifs et quelles sont leurs conditions cliniques pour lesquelles ils sont arrivés. Et puis, je sais vraiment comment est-ce qu'on les a priorisés. Donc, je donne toutes ces informations-là à l'intelligence artificielle et au modèle, et je lui demande d'essayer de me proposer des solutions. Il me renvoie les solutions, je les compare par rapport à ce qui s'est passé vraiment pour le triage, et je m'aperçois que sur un certain nombre d'entre eux, il y a des erreurs. Effectivement, ce n'est pas exactement comment on l'a trié. Je lui renvoie l'erreur en lui disant modifie-toi pour que finalement ces deux pièces de puzzle s'assemblent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, c'est comme ça qu'au départ, ChatGPT est basé sur ce type de mode de fonctionnement. Et ChatGPT, c'est un LLM. LLM, ça veut dire Large Language Model. C'est un réseau de neurones, quelque chose qui fonctionne sur ce que je viens de vous présenter, mais avec 10 puissance 12 réseaux. Et le principe de ces LLM, c'est qu'on lui donne une phrase, on cache un mot, et on lui demande d'apprendre à retrouver ce mot-là, statistiquement. Donc je lui donne, je suis au bord de la mer, vais à la plage. Et tant qu'il ne m'a pas dit, je suis au bord de la mer, je vais à la plage, je considère qu'il est en erreur. Et je fais ça tellement de fois qu'au bout d'un moment, statistiquement, il va me sortir un mot, je. Et à ce moment-là, je lui donne un bon point. C'est un peu un réflexe de Pavlov. Et je fais ça pour tous les mots. Je à la plage, je suis au bord de la mer, je vais à la plage, je suis au bord de la mer, je vais la plage, et ainsi de suite. Et je fais ça pour tous les mots. Je fais ça aussi pour d'autres contextes. Je suis à la montagne, je vais faire de l'alpinisme, je suis au bord de la mer, je fais du bateau. Et donc, à la fin, en ayant forcé à faire ça sur un nombre incroyable d'exemples, eh bien, il est capable de faire un rapprochement spatial entre les mots. C'est-à-dire que statistiquement, derrière « je », il y a souvent « suis » ou « vais ». Derrière « suis », il y a souvent « mer » ou « montagne ». À côté de mer, il y a souvent « plage » ou « bateau ». Ou à côté de alpinisme, il y a souvent « montagne ». Mais ce ne sont que des choses statistiques qu'il a découvertes sur du contenu qui lui a été rendu disponible. Donc la seule chose que sait faire en fait ChatGPT, c'est prédire le prochain mot statistiquement. Il n'y a aucune intelligence dedans. Ça ne fait que ça. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, je lui donne un prompt. Donc un prompt, c'est la consigne que je lui donne. Par exemple, est-ce que tu peux me faire un conducteur pédagogique pour contribuer à l'amélioration de la compétence prendre en charge un arrêt cardiaque pour les étudiants infirmiers? Le prompt, c'est la consigne que je vais donner à ChatGPT.
Lui, il va chercher à compléter ça. C'est-à-dire que derrière cette phrase-là, le prochain mot, c'est quoi? Eh bien, c'est phase/temps. Il sait qu'il va devoir construire un tableau. Et puis après, derrière phase-temps, il sait qu'il va devoir mettre des objectifs pédagogiques. Puis derrière objectifs pédagogiques, il va savoir qu'il va devoir mettre des activités pédagogiques. Et ainsi de suite. Et il va construire ce tableau, mot après mot, les uns à la suite des autres. Et comment il a fait ça? Parce qu'à un moment donné, ces conducteurs pédagogiques ou ce type de structure étaient disponibles sur Internet et que donc, statistiquement, il a rapproché ces choses-là. Ça va très loin. On peut se poser la question de la validité des données sur lesquelles il a été entraîné. C'est-à-dire que personne ne lui a dit comment est-ce qu'on construisait un conducteur pédagogique. Mon prompt ne lui dit pas. Je ne lui dis pas que je veux un tableau. Donc ça, il l'a appris. Si je prends par exemple, je lui demande d'aborder, enfin il va me proposer d'aborder les référentiels PHTLS, AHA et ERC dans le cadre de la décontextualisation, on peut se dire que ça a un certain sens. Analyser des vidéos montrant le déroulement d'une RCP dans différents contextes, est-ce que c'est vraiment de la décontextualisation? On peut se poser la question. Il a associé ces choses-là, il se dit que c'est sémantiquement pas trop loin, il a l'air d'être assez sûr de lui, il le met avec autant de certitude. Est-ce que tous les documents sources sont dignes de confiance? Et ça montre une seule chose, c'est que ce n'est pas parce que ChatGPT vous le dit que c'est vrai. Vous vous en êtes rendu compte, mais vous en êtes rendu compte sur les choses sur lesquelles vous êtes déjà expert. Donc dites-vous que tout ce que vous pouvez demander à ChatGPT sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas expert, il peut dire autant de bêtises que celles sur lesquelles vous avez détecté qu'il avait fait des erreurs. Si on doit résumer en quelques mots les points clés de ces LLM, c'est qu'ils apprennent sur des exemples, que ces exemples ne sont pas toujours dignes de confiance, que ChatGPT ne fait qu'une seule chose, c'est prédire le mot d'après, et que donc il est extrêmement important de garder une garantie humaine. Ces modèles-là ne sont que des outils. Et donc maintenant, comment est-ce que l'IA peut aider dans ma réflexivité, à moi en tant qu'enseignant ou formateur? Je peux lui donner un conducteur pédagogique, par exemple l'atelier qu'on fera demain, je lui ai soumis, je lui dis, est-ce que tu peux me critiquer mon conducteur pédagogique? Il commence par les points forts. Là, j'étais très content. Bon, par contre, il y a des points à améliorer ou à clarifier. Certaines activités sont très denses, et puis tes objectifs, tu les as pas bien formalisés. Tu pourrais rallonger la phase de production, ou réduire le nombre d'outils à manipuler simultanément, c'est pas clair. Faut s'accrocher, parce que c'est un peu brut. On se prend ça comme ça, on y a passé des heures, et puis parfois il a des choses un peu particulières. Je lui fournis mes conducteurs pédagogiques, mais je lui fournis aussi parfois mon code dans le cadre des modèles d'IA, et il arrive quand même à me dire il y a peut-être une petite incohérence d'intention dans la condition, mais fonctionnellement ça passe. Bon, il faut quand même garder un œil critique sur ce qu'il dit. Je peux lui demander de m'aider à faire de la bibliographie. Pourquoi est-ce qu'il est important de lutter contre l'hypothermie dans le traumatisé grave? Tu me donneras des références bibliographiques, notamment les recommandations françaises, européennes et internationales. Alors volontairement, ce n'est pas le meilleur prompt à faire, mais je ne veux pas faire du teasing sur ce qui se passe après. Et donc, il va m'expliquer pourquoi l'hypothermie est délétère chez le traumatisé grave, et il va me proposer des bibliographies dont je ne suis pas certain, je n'ai pas mené l'expérience jusqu'au bout, donc je ne suis pas certain qu'elles soient forcément les premières à regarder, mais en tout cas, ils sont capables maintenant avec ChatGPT 5.1, et probablement Claude, mais je l'utilise peu, de donner des ressources bibliographiques qui vont vous permettre de rebondir et de vérifier. On peut identifier des leviers de réussite pour des situations particulières. Par exemple, donne-moi des leviers de réussite pour l'enseignement de la relation soignant-soigné chez des étudiants en médecine à 18h un vendredi. Le truc qu'ils adorent. S'il y a du monde dans l'amphi, bien sûr. Bon, on peut faire un amorçage dynamique et court. On peut faire un amorçage centré sur l'expérience en leur demandant d'expliciter leurs propres rencontres cliniques marquantes.
on peut faire des micro-jeux de rôle, il faut réduire au maximum le contenu théorique ou utiliser des supports stimulants. Alors, ça c'est le premier rendu qu'il a fait. Tout n'est pas à garder, mais tout n'est pas acheté non plus, et c'est une bonne manière, en fait, quand on n'a pas d'idée, de récupérer un peu d'inspiration. Normalement, je vous fais le post-test, je vous demande si vous en savez un peu plus qu'avant. On passe. En concluant, ces modèles d'IA, ils peuvent être inspirants, ils peuvent vous donner des idées. Ça peut être une chaise pour réfléchir, hein, quand on explicite à haute voix les choses. Et ben, rien que ça permet de prendre conscience de ce qu'on a fait ou de son travail. Il faut absolument garder une garantie humaine. Ça peut faire un retour d'action personnalisé, et ça a été évoqué par les intervenants d'avant, mais ça n'a aucune approche émotionnelle progressive. L'IA est froide, elle vous dit les choses telles quelles, elle ne s'adapte pas à la situation dans laquelle vous êtes. Or, c'est quand même ce qu'on essaye de faire dans les formations, et c'est comme ça que dans les DU de pédagogie, on nous l'apprend. Et que l'IA n'est pas, elle, encore douée de réflexivité, et que donc utiliser l'IA pour la réflexivité sur soi-même, ça peut poser la question. Et donc c'est pour ça que je finirai par dire « et si je demandais à Christine ?»